J'avais 15 ans et demi quand j'ai commencé à travailler. Dans un magasin de tissus, mais en étage. Mon père a dit, tu vas aller travailler, hein, mon garçon, et il est temps d'y aller, tu as 14 ans. C'était la mode comme ça, et c'était l'âge, c'était l'âge. 14 ans, c'est 14 ans. Oui, mais je travaillais, j'allais à l'école le soir, j'étais à l'école du soir. On a toujours eu quelque chose, toujours, toujours, toujours. On n'a jamais repris le travail après une grève sans rien. On a toujours eu quelque chose. C'était très facile, il y avait une très forte demande. Par exemple, chez IBM, on embauchait entre 25 et 40 ingénieurs par mois. Ils ont dit, ah ben on embauche au Crédit Lyonnais, bon bah, j'y suis allée quoi. Et j'ai été prise tout de suite. On avait vraiment l'impression, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on avait l'impression de construire et d'avancer. Que regardent-ils ces ouvriers d'un autre siècle? On ne le saura pas. Et ces ouvrières, souriantes ou fatiguées, vers quoi marchent-elles? Les uns et les autres appartiennent à une même mémoire, la nôtre. Entre 1906 et 1975, le monde du travail s'est métamorphosé. 70 ans de lutte entre travailleurs et employeurs, 70 ans d'évolution économique, 70 ans de transformation du rôle de l'État. Dans ces années-là, s'inventent les idées mêmes de droit du travail, de retraite, de protection sociale, en un mot, de salariat. Toute une histoire qui continue à s'écrire. Pour la raconter, on pourrait commencer ainsi. Je m'appelle Lucien, j'ai 10 ans, je suis à la mine 12 heures par jour, mes frères aussi et mes sœurs, tout ça pour quelques sous. Moi c'est Marie, j'ai 16 ans, je travaille du matin au soir à trier le charbon, le plus vite que je peux. J'ai tellement peur de mon chef. Au début de l'autre siècle, la France est un pays de rentiers et de propriétaires. Les travailleurs sont ceux qui ne possèdent rien, seulement leurs bras à vendre, que le patron achète comme marchandise au jour, la journée. L'ouvrier est payé à la tâche. Il n'a ni vacances, ni indemnité chômage, ni sécurité sociale, ni retraite. Rigoureusement aucune protection. À la fin du 19e siècle, c'est la propriété qui protège, justement, en cas de maladie, de vieillesse impécunieuse. Vous avez des ressources, mais qui sont vos propres ressources. C'est la propriété privée. Et ceux qui sont hors propriété, je crois qu'on peut dire, sans faire de mélodrame, ils sont dans l'insécurité sociale totale. C'est-à-dire qu'ils sont à la merci du moindre aléa de l'existence. Bon, les travailleurs ont un salaire vraiment minimal, mais bon, peut-être survivent-ils à peu près et nourrissent-ils à peu près et encore mal leur famille tant qu'ils travaillent, mais une maladie, par exemple, ça bascule. Comme le père de Marcel, ils sont des milliers à se tuer au travail à petit feu ou par accident. En 1898, un premier grand bouleversement juridique intervient. Jusque-là, les victimes d'accidents du travail, pour être indemnisées, devaient prouver que la faute incombait au patron. Une victime sur 5 y parvenait. La nouvelle loi reconnaît le principe de la responsabilité de l'employeur. Ce texte va conduire au début du XXe, dans la première décennie, à se poser la question de savoir qui sont, dans le fond, ces employés et salariés bénéficiaires de la protection instaurée en avril 98. Qui sont-ils? Et les juges se disent, mais dans le fond, nous ne savons pas. Nous ne savons pas définir juridiquement ces gens-là.
Et c'est là que on va inventer, en somme, le statut de salarié. Le statut de salarié à travers le contrat de travail. C'est-à-dire qu'on va abandonner le modèle qui prévalait tout au long du 19e, le contrat de louage, qui était réputé être un contrat conclu entre des égaux, de purs égaux, au profit d'un contrat de travail dont on fait le signe distinctif de la subordination, c'est-à-dire de l'inégalité, de la dissymétrie entre les parties. C'est vrai, cessons de nous payer de mots, le patron et l'ouvrier sont dans une situation inégale. Partons-en. Et en quoi est-ce important? C'est important parce que du jour où on a admis l'inégalité entre les parties, on s'est donné les moyens de la corriger. C'est-à-dire que le droit du travail est apparu alors comme ce droit qui va permettre de tendre au rétablissement progressif d'un minimum d'égalité entre les parties. Un minimum d'égalité, un début. Dans les faits, en 1906, les salariés ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il existe un seul syndicat national, la Confédération Générale du Travail, la CGT. Elle s'est donnée pour mission d'abolir le salariat, pas celui qui va se construire au fil du siècle, mais cet état indigne des travailleurs de l'époque. La CGT ne croit pas aux réformes. Elle veut la révolution par la grève générale. Une seule revendication concrète fait l'unanimité, c'est la réduction du temps de travail, la journée de 8 heures. Une question de survie. Moi, j'ai vu mon père arriver, qui devait travailler à bord d'un bateau. Il avait commencé à 7 heures du matin, il rentrait vite à 7 heures du soir pour manger. Il allait jusqu'à 4 ou 5 heures du matin et il reprenait à 8 heures, il dormait pas ou il dormait dans son fauteuil. C'était courant et ils n'avaient pas intérêt de refuser. C'est pas avec sa paye qu'il pouvait y arriver. Et puis il travaillait beaucoup après ses journées aussi. Il travaillait, il faisait des maisons après ses journées. Non, il a fallu qu'il travaille toujours. C'était pas des 12 heures, c'était des 14 et 15 heures par jour. Les patrons voient rouge. Une journée de 8 heures ne servirait en rien à la santé du travailleur. Elle empêcherait l'ouvrier de gagner plus. Nous serions en totale infériorité vis-à-vis de nos concurrents étrangers. Mobilisation générale! Mobilisation générale! La grève est déclarée! À chacun son front. Les hommes dans les tranchées, les femmes à l'usine. J'ai 25 ans et des journées de 14 heures. Je fais l'obusette, des petits obus contre les boches. Avant, j'étais dans la couture. J'ai 45 ans. Moi aussi, je fabrique des armes pour nos poilus. J'ai mes 3 fils dans les tranchées. C'est le temps de l'union sacrée, le temps de la trêve entre salariés et patrons. La CGT se rallie in extremis à l'effort de guerre. Provisoirement, la lutte des classes s'arrête. « 11 novembre 1918. Les cheminées des usines sifflent la fin de la guerre. Dans les entreprises, reprend la lutte. On discute, on distribue des tracts, on se tient au courant de ce qui se passe à l'Est. C'est qu'en Russie, le grand soir est arrivé. Des millions d'hommes et de femmes se sont mis à rêver d'une société nouvelle, d'un autre monde. Fini les patrons, fini le salariat, les usines aux travailleurs. 1919. En France, la lutte des classes a repris. Le patronat et la droite concèdent 2 lois importantes. La journée de 8 heures sur 5 jours est enfin votée. Elle ne sera pas appliquée partout, mais pour la première fois, on reconnaît aux salariés le droit de vivre aussi en dehors du travail. C'est le rapport même du salarié avec son employeur que la loi sur les conventions collectives va, quant à elle, transformer. Ce qui faisait cette situation misérable du travailleur, c'est qu'il était dans un rapport individuel avec son patron. Or, avec les conventions collectives, ça change fondamentalement les choses parce que le collectif ouvrier pèse d'un poids considérable, bien que pas
pas déterminant, pas hégémonique, et fait que le salarié qui vient à l'embauche, par exemple, n'est plus dans une situation de face à face avec son patron, situation dans laquelle il se fait toujours avoir, si j'ose dire, mais là, il peut s'appuyer sur ces règles qui ont été collectivement négociées et qui, de surcroît, ont force de loi. Les conventions collectives sont sous la coupe du Code civil, ce qui veut dire qu'elles ne s'appliquent qu'à ceux qui les ont conclues. Aussi bien du côté employeur que du côté des salariés. Ce qui veut dire que pour bénéficier d'une convention collective, il faut être membre du syndicat. Les employeurs vont trouver le truc. Pour échapper à la convention, eh bien, il suffit de se retirer du syndicat. Et du même coup, le texte de 1919, prometteur en soi, annonciateur d'un bel avenir, eh bien, sera pour l'essentiel un coup d'épée dans l'eau. Quand on sortait du pharmacien, eh ben, toute la semaine de papa était passée. Ah oui. On n'avait plus un sou. Tellement c'était cher. Ah oui, les médicaments. Hein? Oui. Alors, vous vous rendez compte, il y avait une famille nombreuse, le père étant malade, il n'y avait pas de rentrée d'argent puisqu'on en laissait. Et quand on allait chez le pharmacien, on n'avait plus un sou. Alors, il fallait bien que les enfants mangent. Alors, comment vous faisiez pour que les enfants mangent? Une bonne question, ça. Souvent, ils ne mangeaient pas. On ne mangeait pas. Il y avait des jours que les grands laissaient leur pain pour les petits. On a tellement eu envie, tu passais devant le boulanger qui faisait son pain, lui. La bonne odeur. Oh là là. Elle se passait sous l'eau. Les profits s'accumulent, la protection sociale traîne encore. En 28 et 30, 2 lois rendent obligatoire non seulement la retraite, mais aussi l'assurance santé. Seuls les salariés les plus pauvres sont concernés pour des remboursements très faibles. Mais c'est un progrès. Les industriels aussi font des progrès. Dès le début du siècle, le constructeur américain Ford et l'ingénieur Taylor ont révolutionné les méthodes de production. C'est le chronomètre qui commande. Il faut supprimer les gestes inutiles. Le savoir-faire compte moins que la vitesse et la répétition. Le travail à la chaîne crée l'OS, ouvrier spécialisé dans une seule tâche. Les fonctions changent, les rythmes s'accélèrent et le travail se dégrade. En France, dans l'entre-deux-guerres, l'organisation scientifique du travail envahit les grandes industries. Les ouvriers tentent bien de résister, mais une nouvelle onde de choc arrive d'Amérique. Krach boursier puis économique. C'est la grande crise de 29. Il nous faut procéder, messieurs, et cela de toute urgence, à une nouvelle compression provisoire du personnel et à un réajustement des salaires. Et du pain, du travail, et du pain, du travail, et du pain. La crise vide les entreprises et remplit les soupes populaires. Sans allocation chômage, il reste la faim ou l'humiliation. Ceux qui ont encore du travail voient chaque semaine leur salaire baisser. Ce sont grèves, marches, manifestations. Devant la crise économique et sa conséquence, la montée des fascismes en Europe, une certaine France se serre les coudes. Les partis, les syndicats, les intellectuels de gauche se regroupent, lèvent le poing. Ils font front. En juin 1936, la gauche unie remporte les élections. La voici au pouvoir pour la première fois. C'est le Front populaire. Avant même la nomination du gouvernement de Léon Blum, 2 millions de salariés occupent usines, entreprises, grands magasins. Le gouvernement s'engage, la troupe n'interviendra pas. Les patrons sont terrorisés.
Marre des cadences infernales sur la chaîne. Je fais grève et j'occupe mon usine. Ça va changer. Il a fallu travailler. Si j'ai voulu avoir ma maison, si j'ai voulu mettre les enfants un petit peu à l'école, si on a voulu aller en vacances et tout ça, il a bien fallu... Non, je travaillais après mes journées, ouais, beaucoup. Je travaillais beaucoup après mes journées. J'ai fait la maison de la cave jusqu'au premier, mais là, je faisais 3 postes. Et je dormais, je rentrais à 5 h du matin, je dormais jusqu'à 10 h, 10 h 30. Quand je faisais à manger pour quand elle rentrait, des fois, ou je réchauffais ou quoi. À 2 h, j'étais de retour à la maison là, pour faire du mortier, mettre des briques en place et compagnie. Et le soir, je repartais à 7 h pour faire la nuit. S'il avait fallu. Mais autrement, non, on ne pouvait pas vivre qu'avec un salaire. Surtout avec un enfant. Hein. Les salaires, tant qu'on n'était pas à un niveau de cadre, les salaires étaient quand même pas élevés. Un ouvrier qualifié, P3 par exemple, était mieux payé qu'un employé qualifié au Crédit Lyonnais. Oui, ça c'est sûr. Les 30 glorieuses. Petit à petit, un équilibre différent va se mettre en place, fondé sur de nouveaux raisonnements, la logique keynésienne. Les droits sociaux récemment acquis, santé, retraite, alimentent en fait la machine économique. Et les salaires, mais ce sont aussi des revenus à dépenser. Et puis, il faut tout reconstruire. Les besoins explosent et la croissance suit. 5% par an et davantage pendant plus de 20 ans. On a essayé les enfants dessus. Quoi faire comme, on dirait, des nomades. Mais on passait des bonnes vacances. Ouais. Quand on s'est battu pour la 4e semaine, j'étais un des premiers à l'avant des cortèges et pour la 5e semaine aussi. Ah ouais. C'est important les vacances. L'automatisation se généralise. Tout a l'air plus facile. Pas si simple. Les salariés commencent à aspirer à autre chose. Nous, les filles, n'avaient pas le droit de venir en pantalon. Les seules qui étaient autorisées, c'était l'hiver, celles qui habitaient loin et qui devaient attendre le train sur le quai de la gare. Et elles arrivaient en pantalon. Elles se changeaient au vestiaire pour mettre leur robe. Voilà. Elles n'avaient pas le droit de mettre le pied dans le service en pantalon. Ça, c'était très strict. Hein, ça. Et ça pouvait être une cause de sanction. Ouais. Hein. Et bien plus important qu'une petite faute professionnelle. Il fallait être ou tout en noir, ou noir et chemisier blanc. Bon. Les chaussures tenues derrière, n'est-ce pas? Ah oui, pas des savates, pas comme de ils savates. disaient. Moi, un jour, je vous ai dit, je ne vais pas être bien coiffée, je mets un serre-tête velours. Il m'a dit, c'est pas Pâques. Oh, ben, comme ça, hein. On avait ce qu'on appelait, ça s'appelait les cages, où ils étaient dans des trucs en verre, et tous les gens faisaient la queue pour porter les vœux au chef de service. C'était vitré parce qu'il fallait qu'ils surveillent. Ah oui, c'est ça, oui. Parce qu'il fallait qu'ils aient un œil sur le... De côté, partout. Et si c'était de très grandes salles, même quelquefois, leur bureau était sur une estrade. Voilà. Pour avoir une vue plus importante sur le service. Et ça, on voyait beaucoup ça dans les ateliers mécanographiques où il n'y avait que des femmes. Elles étaient 50 ou 60 ou 100 dans le service, alignées, des machines alignées, et l'estrade avec la chef de service et ses 2 adjointes qui regardaient sur une estrade. Ça n'a jamais été une maîtrise qui nous apprenait quelque chose. C'était une maîtrise pour répréhensif, qui 5 minutes, si on allait trop souvent aux toilettes, c'était pas bon. Le casse-croûte, c'était 20 minutes, c'était pas 22 minutes. Et je me rappelle qu'il y avait une série de pièces où il y avait un petit problème. Donc l'ingénieur était venu. Et ils étaient à peu près 10 à côté de la machine. Et puis on avait dû couper des millimètres. Et l'ingénieur, il dit, il faut qu'il coupe encore 1 millimètre. Mais au lieu de me dire à moi, couper 1 millimètre ou couper 1 millimètre, il le dit au suivant. Et il est 10 personnes, ça a dégradé. Que le dernier, le petit chef d'équipe, m'a dit à moi, coupe 1 millimètre. Et moi, j'ai dit à la machine, allez, coupe 1 millimètre. Vous voyez, on ne vous adressait pas la parole. En mai 68, les étudiants explosent.
Après les étudiants, c'est le monde du travail qui débraye et revendique. Avec plus de 8 millions de salariés en grève, la France est totalement immobilisée. Les étudiants explosent. Après les étudiants, c'est le monde du travail qui débraye et revendique. Avec plus de 8 millions de salariés en grève, la France est totalement immobilisée. On est à 2 doigts de la révolution. Ces chefs des entreprises qui assument les 3/4 de l'activité productrice nationale appellent votre attention sur de graves dangers. La paralysie actuelle compromet les exportations, l'équipement des usines. Pour l'avenir, c'est votre niveau de vie, ce sont vos emplois qui seraient en cause. Il faut restaurer les conditions d'un travail ordonné sous l'autorité de la direction et des cadres de tout niveau. Mais là, la hiérarchie a changé. Tout a changé, la mentalité des gens a changé. On a eu une autre génération, une génération qui voulait s'exprimer, qui ne voulait pas subir, qui voulait faire voir, bon, mais je suis peut-être à manœuvre pour le travail parce que j'ai pas eu la formation, mais j'ai quand même une intelligence. Dans le milieu ouvrier, on n'était plus considéré comme rien, qu'on n'avait rien à dire, on pouvait s'exprimer. On s'est pas mis en grève, mais tous les jours, quand on allait travailler, on était sur place et on discutait des événements. Alors on regardait ce qui se passait ici, à droite, à gauche, les manifestations, les voitures, le Charletti, tout ça créait une discussion. Tout le monde n'était pas d'accord, mais il y avait une discussion. Donc pour moi, ce qui est arrivé, c'est une première grande prise de conscience de vivre chez IBM en tant que salarié. Le propre de mai 68, à mon avis, ça a plutôt été quelque chose comme une, je dirais pas une révolution, mais enfin, quand même un bouleversement assez profond dans l'ordre culturel. Un bouleversement accompagné aussi d'avancées bien concrètes, obtenues après plus de 30 heures de négociations acharnées. Le gouvernement, de son côté, ne peut manquer de souligner les exceptionnels sacrifices financiers et budgétaires que ces décisions entraînent et les avantages sociaux tout à fait exceptionnels aussi qui sont accordés en une seule fois à tous les travailleurs en lutte. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Des concessions, dit Georges Pompidou avec difficulté. Il est vrai qu'elles sont de taille. Les salaires grimpent de 10%, le SMIC de 25%, et les syndicats sont officiellement reconnus dans les entreprises. Travailleurs du Nord, arrêtez-vous 5 minutes. Déjà sous la 4e République, il existait dans certaines entreprises, dans certains secteurs, des syndicats dans l'entreprise. Mais tout ça était hors la loi. Ce qui s'est passé en 68, c'est qu'on a généralisé des pratiques qui existaient à certains endroits. On a reconnu le droit syndical dans l'entreprise, les délégués syndicaux, les sections syndicales d'entreprise, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire un local, le droit de distribuer des tracts. L'organisation syndicale existe aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise. Elle a imposé au patronat, par ses luttes, que le local syndical soit implanté dans l'usine. Cela n'existe pas encore partout, comme ici chez Renault à Flins. Mais il dépend de l'action de tous les syndiqués pour que ça le soit partout, demain. Alors que j'étais ingénieur et que ça se faisait pas, mais en 68, j'ai décidé de prendre une carte dans un syndicat et j'ai pas été le seul. On a été plusieurs ingénieurs à faire ce genre de démarche, et alors même que nous étions des commerciaux et que c'était pas du tout évident. Il y a des malheureux, des gens qui n'ont, c'est pas des malheureux, qui n'ont pas la possibilité intellectuelle ou de se bagarrer pour avoir une augmentation, simplement une augmentation de salaire. J'ai envoyé qui me disait, tu vois, moi je fais le même travail que toi, madame, et puis moi, toi tu gagnes autant, moi je gagne autant. Mais je dis, tu l'as réclamé l'augmentation? Ben non, je n'oserais pas, ben non, je n'oserais pas. Alors s'il n'y avait pas un délégué qui pourrait réclamer pour ses copains, et ben ce garçon-là, il aurait toujours resté en bas de l'échelle, il n'aurait jamais eu une petite augmentation.
Quelle différence, oui. Comme une confiance dans l'avenir qui se serait envolée. Pourtant, du début du siècle au milieu des années 70, les travailleurs avaient sans cesse amélioré leur situation. Au bout de la nuit, le contrat à durée indéterminée, la sécurité sociale, la retraite, le droit du travail, le SMIC, tout ça semblait garantir l'avenir. Chacun était persuadé que ses petits-enfants auraient une vie plus belle. 30 ans plus tard, cruel constat, tout a changé autour de nous. Le chômage de masse s'est installé, la sécurité tant espérée s'est noyée dans de grands mots. Internationalisation des marchés, dérégulation, perte de pouvoir des États face aux multinationales. Pour les salariés, après le temps de l'espoir, est venu le temps du doute. Que leur est-il arrivé? On pourrait raconter cette histoire ainsi. L'événement le plus important de cette année, l'année 1976, n'est pas un événement politique. L'événement le plus important est un événement économique. C'est la reprise de l'activité économique qui signifie la fin de la crise. En réalité, la crise ne fait que commencer. Voilà les salariés devant un cocktail inédit. Croissance molle, forte inflation et surtout chômage. En 1976, les chômeurs ont déjà dépassé la barre symbolique du million. Les hommes politiques sont désarçonnés et l'univers des salariés bouleversé. D'abord, on a commencé à parler de crise et même à rattacher ça au choc pétrolier, à l'augmentation du prix du pétrole, etc. Mais peu à peu, on s'est rendu compte que c'était plus grave que ça et que, au fond, maintenant, peut-être après pas mal de recul, puisque ça fait un bon quart de siècle de ça, il me semble qu'on peut dire que c'est sans doute un changement de régime du capitalisme. C'est un duo de choc arrivé au pouvoir autour de 1980, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui impulse ce changement de régime. Fini les politiques keynésiennes des 30 glorieuses, en général favorables aux salariés. Politique de relance par la consommation ou la dépense publique. La Dame de Fer, par exemple, privilégie les entreprises, développe les emplois précaires, casse les syndicats, donne la primauté au marché. Ce qu'on a appelé le néolibéralisme est né. Il ouvre grand la porte à la mondialisation économique et financière. Pour le salariat, c'est une nouvelle période de son histoire. La grande force de ce qu'on appellerait aujourd'hui les néoconservateurs américains, des libéraux américains, ça a été de convaincre l'opinion internationale que finalement, si la croissance ralentissait, s'il y avait des difficultés économiques dans les années 70, c'était à cause des politiques qui étaient menées, notamment les politiques keynésiennes, et qu'il fallait de se passer là, faire table rase et revenir aux politiques libérales qui avaient si magistralement échoué dans les années 30. Il y a eu un mouvement de libéralisation massif, libéralisation des marchés, libéralisation des échanges internationaux, libéralisation financière, qui s'est amorcé autour de l'idée que c'était la seule solution pour faire progresser nos économies. C'est la fin du keynésianisme, quoi. C'est-à-dire c'est le retour de Friedman, le retour des monétaristes, l'idée que l'argent fort, l'argent doit avoir une grande valeur, et l'idée qu'il faut une politique de l'offre. C'est-à-dire qu'il faut favoriser les riches, et que les riches, en favorisant les riches, on favorisera les pauvres. Dans les pires années de la décennie 80, on atteindra quelque chose comme 800 000 licenciements économiques par an. Donc une déstabilisation qui conduit à s'interroger sur la pertinence même du contrat à durée indéterminée. Et on en vient à se demander s'il n'est pas nécessaire, indispensable, d'imaginer quelque chose qui serait comme une généralisation de la flexibilité. Déjà, la question est posée, la flexibilité. Une flexibilité qui ne serait pas simplement fonctionnelle, mais qui serait une flexibilité statutaire. Au départ, la flexibilité, c'est la capacité d'adaptation des entreprises, d'adaptation à leur environnement, aux nouvelles technologies, au changement des marchés. Et ça, c'est la force extraordinaire du capitalisme, ce qui fait que le capitalisme a tenu
malgré les prédictions de Marx, malgré les crises récurrentes du XIXe siècle et la grande crise de 1929. Le capitalisme a su en permanence se renouveler, s'adapter parce qu'il est flexible. Et en même temps, la flexibilité, ça ne veut pas dire nécessairement flexibilité de salariés qui n'ont pas grand-chose à dire et qu'on jette et qu'on prend en fonction des besoins. La flexibilité, ça doit être quelque chose de négocié, de partagé, et ça ne doit pas concerner évidemment que le marché du travail. Pour nous, flexibilité, c'est clair. C'est flexibilité dans les conditions de travail, dans l'emploi, dans le licenciement, dans l'embauche, dans les salaires, dans les lieux de travail, etc. Demandé d'ailleurs, je le signale, très souvent par les salariés eux-mêmes. Ça n'est pas une exigence simplement des entreprises, mais aussi des salariés. Alors, il faudrait savoir quel contenu on va donner à ce mot flexibilité, et je crois qu'il faut que la législation sociale s'adapte à l'heure aujourd'hui, se mette aujourd'hui à l'heure de la compétitivité des entreprises. Le capitalisme, c'est un capitalisme où le salarié n'est plus que, je dirais, l'amortisseur en quelque sorte. C'est la soupape de sûreté, le salarié. Donc il n'est plus dans un jeu à part égale avec le capital où c'est l'État qui est l'arbitre, et c'est un arbitre bienveillant vis-à-vis du travail, l'État. L'État se désengage et devient, comme toujours, il devient un arbitre bienveillant en faveur du capital. Pour le CNPF, toujours en quête de flexibilité, l'objectif est de réaliser des gains de productivité grâce à une meilleure utilisation des équipements et à un aménagement du temps de travail. Ainsi, les machines pourraient fonctionner jour et nuit, 7 jours sur 7. On pourrait également demander aux salariés de travailler plus longtemps quand les carnets de commandes sont chargés et de se reposer dans les périodes creuses. Sans investissement supplémentaire, les usines produiraient plus, ce qui abaisserait les coûts de production. Cette flexibilité est déjà entrée dans les faits. De nombreuses entreprises l'appliquent déjà, mais dans certaines limites que le patronat voudrait élargir. Le gouvernement suit le patronat. En 1993, la loi quinquennale sur l'emploi d'Édouard Balladur accroît encore la flexibilité du temps de travail, aux grandes dames des syndicats. Les points qui choquent le plus concernent tous l'ensemble des mesures qui liquident la législation sociale. Quoi, par exemple? Par exemple, l'annualisation du temps de travail, par exemple, la généralisation du temps partiel. L'un ajouté à l'autre. C'est les mains libres pour le patronat d'utiliser les salariés comme il veut, quand il veut, dans les conditions il veut, en ne payant plus les heures supplémentaires, en déplaçant les congés payés. Bref, c'est vraiment le salarié taillable et corvéable à merci. C'est des horaires variables, quoi. Donc à la semaine, on sait une semaine en avance ce qu'on va faire la prochaine semaine. C'est soit le matin, soit l'après-midi, les 13h, 20h30 ou 7h, 14h30. Voilà. Mais on ne peut pas prévoir un rendez-vous, on ne sait pas. On attend d'avoir nos horaires pour pouvoir prendre le rendez-vous. J'ai un contrat modulable où je peux faire plus 4 heures par rapport à mon contrat, voire moins 4 heures. Ça dépend le besoin de la semaine, si c'est Noël, si c'est une semaine creuse, ça dépend. Arrivé une année, ils m'ont posé à 35 heures et depuis je suis restée à 35 heures. Mais c'était vraiment par chance, quoi, parce que sinon j'étais en 30 heures, 25 heures. Je fais 21 heures sur 5 jours, du mardi au samedi inclus. Alors que bon, c'est vrai que j'aimerais mieux travailler 3 jours, même s'il faut faire 8 heures, travailler 3 jours dans la semaine, même en fin de semaine au début, parce que quand on est maman, c'est plus facile pour s'organiser dans la vie de tous les jours. La logique de l'entreprise néolibérale, ça consiste non plus à rechercher l'adhésion des salariés aux objectifs de l'entreprise, mais à les contraindre à coopérer avec l'entreprise. Et donc cette coopération forcée, sous la menace du chômage ou de la précarité, oblige les salariés à accepter que leur travail devienne de plus en plus exigeant, à la fois en termes physiques, mais aussi en termes intellectuels, cognitifs. Il faut faire attention à de plus en plus de choses, tenir de plus en plus d'objectifs simultanément, même des objectifs parfois contradictoires, ce qui fait que souvent on est pris dans des dilemmes extrêmement
compliqué. On nous demande d'augmenter la qualité, mais en même temps, on nous demande d'aller plus vite. Il faut toujours être là. Si d'ailleurs mon client n'arrive pas à me joindre sur mon téléphone portable, il n'est pas content. Comment donc un commercial qui ne peut pas être joignable, c'est impensable. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser la théorie des tuyaux. Je considère que mon bureau est comme une salle de bain. Et avec des tuyaux qui amènent de l'eau, certains de l'eau chaude, l'eau froide, etc. Et quand tu regardes à l'ordinateur, tu as le téléphone fixe, tu as le téléphone portable, et puis quand tu as la porte ouverte du bureau, il y a des gens qui rentrent. Et comment on peut gérer toutes ces priorités qui sont pas forcément urgentes, certaines le sont, certaines le deviennent, et avec le sentiment que c'est le tonneau des Danaïdes. C'est qu'on remplit, mais le fond, il y a des trous. Donc de toute façon, on n'arrivera jamais à éponger tout ce qu'il y a à faire. Les salariés sont condamnés à donner toujours davantage, mais rien n'y fait. De 93 à 97, le chômage se fige autour des 3 millions. Plus de chômeurs, moins de cotisations. Conséquence, les déficits des systèmes de protection sociale se creusent et c'est une nouvelle menace qui se profile. Au cœur de l'été 93, la retraite des salariés du privé est sur la sellette. Une réforme discrète d'Édouard Balladur allonge la durée de cotisation et réduit le montant des pensions. Pour beaucoup, elle signe l'arrêt de mort de la dernière grande conquête sociale, la retraite à 60 ans avec une pension complète. Un an plus tard, c'est au tour du salaire minimum. Le contrat d'insertion professionnelle, le CIP, permettrait aux employeurs de payer certains jeunes en dessous du SMIC. Est-ce le début de la fin pour le salaire minimum? La réaction est massive et victorieuse. En 95, rebelote. Le plan Juppé met le feu aux poudres. Le gouvernement veut allonger la durée de cotisation retraite des fonctionnaires et des régimes spéciaux RATP, SNCF et autres pour l'aligner sur celle du privé. Il veut aussi imposer aux ménages un nouvel effort pour financer la Sécu. Et là, j'irai jusqu'au bout parce que c'est des choses qui nous ont été acquis par nos parents et qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est la plus grave crise sociale depuis 68. Le mouvement dure. Sur la retraite des fonctionnaires et autres régimes spéciaux, les salariés gagnent, pas sur la Sécu. L'addition est particulièrement lourde pour les chômeurs et les retraités aux revenus proches du SMIC. Ça accommode très bien une masse de chômage énorme pour la simple raison que le chômage fait pression sur les salaires. Qui dit chômage important dit salaire faible, ça veut dire là aussi masse salariale qui ne bouge pas beaucoup. Donc ça c'est très intéressant. Le chômage est quelque chose de structurel. C'est absolument pas une question de marché du travail, le chômage. C'est vraiment un problème structurel qui fait qu'on peut maintenir une pression forte sur les salaires. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont un dû à l'égard des chômeurs, elles ont un dû à l'égard de la société en général par rapport aux aides dont elles ont bénéficié, et il est temps qu'il y ait un retour qui soit clair, qui soit net en matière de création d'emplois. Desserrer l'emprise du chômage, ce serait aussi réduire la pression sur les salariés. En 97, les Français ramènent la gauche au pouvoir. Elle bénéficie du redémarrage de la croissance et veut lier lutte contre le chômage et progrès social. Martine Aubry est aux manettes. Elle promeut les 35 heures sans diminution de salaire, mais concède davantage de flexibilité. La loi soulève un grand espoir. Nous avons été bernés tout au long de la journée. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Nous allons nous battre jusqu'au bout contre une mesure qui est très mauvaise pour l'emploi, qui va créer beaucoup de chômage, qui est très mauvaise pour l'Europe et pour l'euro, et qui était bien entendu très mauvaise pour le dialogue social. Quand j'ai démissionné, j'ai dit, puisque la méthode qui consiste à négocier, à convaincre ne marche pas, eh bien, il faudra se battre, et s'ils veulent un tueur, ils l'auront. Qui assure la place de la France en Europe et dans le monde? Qui n'en peut plus d'être ignoré, méprisé,
menottés, taxés, surtaxés, suspectés. Salut! Exit le Conseil national du patronat français. Antoine Sellière lance le Parti des entreprises. C'est le MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Un MEDEF qui part en guerre contre le gouvernement, contre les syndicats et contre les 35 heures. Pourtant, à l'usage, les 35 heures, toujours accompagnées d'allègements de charges, ne sont pas si catastrophiques pour les entreprises. Avant, la pause était comprise dans notre durée du travail. Nous avions le droit, par exemple, on faisait 8 heures par jour et on avait droit à une demi-heure de pause payée. Donc on faisait en réalité 7h30 de travail effectif. Aujourd'hui, on a sorti, enfin, dans le cadre de la 35 heures, ça a été sorti. Je veux dire, on fait 35 heures de travail effectif, plus notre temps de pause. Voilà. À chaque prise de poste, en tout, on pointe 4 fois. Ben, on a même demandé de pointer pour aller aux toilettes. Ouais. Il y a encore des caissières qui pointent lorsqu'elles vont aux toilettes, alors que c'est strictement interdit. Des fois, je pointe tellement que je ne sais même plus si j'ai pointé. On est obligé de vérifier avec notre carte. On interroge la pointeuse pour savoir si on a bien pointé ou pas. Difficile à tenir si on respecte les horaires, du fait des tâches administratives qu'il y a à faire, en plus du contact clientèle, d'un tas de choses qui viennent se greffer, qui, elles, ne sont pas mesurées de la même manière que les actes commerciaux. Et donc, on se retrouve avec des salariés qui sont régulièrement en dépassement de leur horaire conventionnel, qui ont la possibilité de les déclarer, mais qui ne les déclarent pas. Parce que quand ils les déclarent, ils ont régulièrement comme réflexion: comment se fait-il que tu aies fait des heures supplémentaires? Moi, je l'ai eu. Comment se fait-il que tu fais des heures supplémentaires? T'en fais pas plus que les autres, en termes de résultats. Ça veut dire que tu ne sais pas bien travailler, ou que tu t'organises mal. Ça, on l'entend beaucoup. Mal organisé. Et que les autres sont quand même très nettement meilleurs que toi. Les affaires se suivent sans se ressembler ces derniers mois. La dernière en date, Adecco, société d'intérim, Parmalat, une grande laiterie italienne, ou encore l'américain Enron. Ce type d'affaires est la conséquence d'une économie de plus en plus soumise au monde de la finance. Peggy Leroy, Dominique. Comptes truqués, entreprises ruinées. Certains patrons sont prêts à tout pour rassurer la bourse. En ces années 2000, les dérapages du capitalisme financier éclatent au grand jour. En France, ils prennent le visage de Jean-Marie Messier. Pourtant, ce système continue à dicter sa loi. Il s'accélère même. Fusion, acquisition. Pour rester compétitives, les entreprises sont devenues géantes et internationales. Elles pèsent de plus en plus sur les États, les mettent en concurrence. Au bout de la chaîne, les salariés sont les plus touchés. J'ai fait à peu près une dizaine d'années d'intérim. Après, j'ai fait plusieurs boulots différents. J'ai fait chauffeur, j'ai fait vendeur, j'ai fait un peu de tout, quoi. J'ai eu la chance d'être embauché dans une société de textile aussi, en CDI. J'ai bossé pendant 5 ans et du jour au lendemain, la société, ça faisait 10 ans qu'elle était là. C'était une société belge et puis du jour au lendemain, ils ont fermé leurs portes, quoi. Donc du jour au lendemain, j'ai dû recommencer à zéro encore une fois. Je suis reparti en intérim, toujours avec des boulots différents. Et j'avais un ami qui était rentré ici en intérim. Et puis moi, au bout j'ai fait 14 mois d'intérim, et puis suite à ça, j'ai eu la chance d'être embauché. Je suis rentrée en 2000, j'ai été embauchée en 2003, 3 ans. À peu près 3 ans, ouais. Et des contrats d'une durée de 1 an, à chaque fois. Moi, j'ai même plus d'espoir de me faire embaucher, quoi. Ça n'existe pas. Nous, on le voit à l'usine, hein. Les intérimaires qu'il y a maintenant, là, ils n'ont pas d'espoir d'être embauchés. L'accès à un travail stable est devenu un vrai parcours du combattant. Chez beaucoup de salariés, le niveau de vie régresse. Non, la dernière fois que je suis parti en vacances, c'est il y a 3 ans, 1 semaine. Avec la voiture de mon père. Et c'est lui qui avait payé la location. Moi non, en vacances, non. En principe, il reste un statut de l'emploi, mais on pourrait se demander, paradoxalement, si c'est pas lui qui est en train de devenir atypique. Aujourd'hui, si, en termes de stock, c'est-à-dire des gens qui sont au travail depuis longtemps, le CDI est encore majoritaire. Par contre, si on prend les premières embauches, c'est le contraire. C'est pour ça, si on
toujours s'efforce de raisonner en termes de processus, on risque d'assister à un basculement qui ferait qu'à la limite, ce serait l'emploi qui était hégémonique il y a 30 ans, qui deviendrait atypique et minoritaire. 2001. Les événements du 11 septembre aux États-Unis entraînent une nouvelle rupture de la croissance. En 2002, les Français portent à nouveau la droite au pouvoir. Elle reprend ses réformes. Le MEDEF obtient sa revanche. Les accords de 35 heures peuvent être modifiés. La nouvelle loi augmente le nombre d'heures supplémentaires possibles et diminue leur rémunération. Il faut plus de liberté pour les travailleurs, et notamment pour ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, et plus de liberté pour les entreprises, afin de mieux s'adapter au marché et au développement. Travailler plus pour gagner plus. Pas si simple. On se fait un peu niquer la gueule, quoi, quelque part. Hein. Parce qu'ils nous suppriment des jours, ils nous rajoutent des jours de travail pour moins de paye. C'est vraiment une perte pour nous, quoi. C'est vraiment un accord qui vaut rien du tout, quoi. Le personnel du carrefour de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône est en grève depuis 8 jours aujourd'hui. Un mouvement pour demander des tickets restaurants, une revendication qui, pour l'instant, n'a pas été satisfaite par la direction. Christine Donato et Joseph Louvet. Le départ de cette bataille-là, elle était liée à justement une très grande précarité et au salaire. On n'arrive pas à manger, on n'arrive même pas à se restaurer. On partait pour demander des tickets restaurants, je veux dire, pour essayer d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire et de manger de façon à peu près convenable, quoi, à peu près. À partir du moment où il devient très très difficile d'obtenir quoi que ce soit, à partir du moment où l'action syndicale est purement défensive, c'est-à-dire comment limiter le nombre de licenciements ou les rendre un petit peu moins douloureux, à partir du moment où la plupart des combats sont perdus, contre les fermetures d'usines par exemple, les syndicats évidemment sont en retrait. D'autre part, les changements de mode de gestion font que les salariés dans les entreprises ont de plus en plus des réflexes individualistes. Moi, quand j'étais intérimaire, j'ai jamais fait grève, parce que de toute façon, si vous faites grève quand vous êtes intérimaire, c'est l'embauche, vous pouvez faire une croix dessus, quoi. Bon, le jour que j'étais embauché, j'ai fait grève. Avec l'embauche d'un intérimaire, ben ça c'est un peu bloqué dans le grève aussi, parce que le patron il utilisait les intérimaires pour faire le travail des grévistes. Donc ça a cassé les mouvements sociaux. On n'a plus cette habitude de se regrouper et de se dire que en étant tous ensemble, on est plus fort et chacun reste dans son coin. Or, effectivement, le fait d'être militant, d'être dans une organisation syndicale nous permet d'échanger, d'avoir des débats sur ce et de se rendre compte qu'en fait, on vit tous la même chose. Je crois que c'est par méconnaissance, vraiment, par peur, par méconnaissance, qui ne franchissent pas le pas. Parce que quand on va les voir, ils sont totalement conscients que les conditions de travail se dégradent. Ils ont conscience que les gens prennent des médicaments, se suicident, sont victimes de stress, sont en arrêt maladie. Quand on va les voir, ils vous disent quand même qu'ils sont en souffrance. Et tout est comme ça. Non, il ne faut pas dire qu'il y a un problème parce que je ne vais pas passer conseiller ou on ne va pas me donner ma formation ou on va pas je ne vais pas pouvoir continuer. Bon, ils ont très peur. Gagnant, gagnant. C'est ainsi que le contrat nouvelle embauche, adopté pendant l'été 2005, est présenté par le gouvernement. Réservé aux entreprises de moins de 20 salariés, le CNE est affiché comme un contrat à durée indéterminée. Mais sa période d'essai dure 2 ans. 2 ans pendant lesquels le contrat peut être rompu à tout moment, sans motif. Du jamais vu. La liberté de penser s'arrête là où commence le droit du travail. Aujourd'hui, le droit du travail empêche tout le monde, chef d'entreprise, cadre, salarié, de s'organiser efficacement. Encore un petit effort, ce que le gouvernement propose, c'est à la fois plus protecteur. 6 mois plus tard, le gouvernement revient avec le CPE, le petit frère du CNE. Cette fois-ci, il ne concerne que les jeunes de moins de 26 ans, mais toutes les entreprises y ont accès. Le contrat première embauche est un vrai contrat à durée indéterminée.
On est passé du contrat précaire au contrat soluble. Et c'est pourquoi justement le CNE et le CPE étaient si inquiétants, parce que là on s'attaquait directement et frontalement au CDI pour en somme le vider et l'évider de l'intérieur et le subvertir. Le droit du travail est lié au contrat de travail et surtout au contrat de travail à durée indéterminée. Si le contrat de travail indéterminé reste la norme, oui, le droit du travail continuera à être protecteur. Si la précarisation des emplois s'aggrave, le droit du travail ne jouera plus qu'un rôle marginal dans les relations du travail. Retrait du CPE! C'est la goutte d'eau. La peur des jeunes devant la précarité à perpétuité explose. On vivra dans l'incertitude, on ne pourra pas faire des plans, s'acheter une voiture, louer un logement, etc. quoi. On n'a plus de poids, même avec Bac plus 6, on vaut rien. 2 mois de manifestation et une victoire. Le CPE est enterré. Mais le CNE, lui, reste. Août 2006. Déjà plus de 600 000 contrats nouvelle embauche signés. Pour les salariés, c'est la flexibilité qui continue de progresser, pas la sécurité. C'est difficile de penser une société moderne complètement homogène, d'une égalité totale des conditions sociales. Par contre, je crois qu'il y a une exigence pour continuer à faire société, c'est que tous les membres, tous les citoyens soient justement et un minimum à la fois de droits et de ressources pour pouvoir être dans des relations d'interdépendance avec leurs semblables, qui fait que d'une société dont nul ne serait exclu, eh bien, ça passe par ces systèmes, ces forts de protection, hein, qui sont, je crois, les conditions de base de participation à une citoyenneté sociale, ce qu'aussi en termes politiques, d'ailleurs, on peut sans doute appeler une démocratie. Enfin, je trouve ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de projet véritablement cohérent de réforme de ce système du néolibéralisme. Tout se passe comme si, aujourd'hui, ce système était devenu incontestable, indiscutable. Et qu'il était acquis définitivement que les entreprises doivent être gérées exclusivement pour leurs actionnaires, que les PDG peuvent se verser les rémunérations qu'ils souhaitent, et que tout ça est pour le bien de l'efficacité économique. Bon. Ce sont des postulats qui sont très loin d'être démontrés et qui pourtant, pour l'instant, continuent à faire loi.